Bonjour et bienvenue sur les nouveaux formats du podcast Vers l'éclosion. Dans ces nouveaux formats, je vais échanger, discuter avec des personnes du quotidien pour qu'elles puissent témoigner, vous raconter leur histoire autour de la santé. L'idée de ces épisodes, c'est vraiment le partage, pour que chacun et chacune d'entre nous puisse s'identifier, peut-être aussi s'informer et s'inspirer surtout de ces histoires pour qu'un jour, elles se disent « Moi aussi, je vais aller mieux ». Bonjour à tous et bonjour tout le monde. Nous voici sur le premier épisode partagé où je vous laisse la parole. Aujourd'hui, je vais échanger avec Océane que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a de ça, je crois, maintenant 1 an. Oui. Bonjour Océane. Bonjour à tous, bonjour Marion. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent ? Bien sûr, donc je m'appelle Océane. Donc moi j'exerce sur Calas en somatothérapie et en yoga somathérapie, qui sont des approches orientées autour du corps et de la psyché, donc qui vont mêler à la fois l'aspect psychique et corporel pour intervenir sur une globalité de l'être. Et donc en somatothérapie, c'est de l'ordre de la séance individuelle. En yoga somathérapie, on est plus sur des thématiques de groupe ou parfois individuelles aussi. D'accord. Merci pour cette présentation assez complète te concernant. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu voulais parler des messages du corps. Oui. Pourquoi ce sujet? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est un sujet qui te plaît, en tout cas qui te tient à cœur et que tu voulais partager aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors il y a une chose que j'ai pas dite, c'est que j'ai nommé mon activité le corps la clé. Et c'est pas pour rien, effectivement, si je l'ai nommé comme ça, c'est que j'ai longtemps vécu dans ma tête. J'ai beaucoup travaillé aussi dans des approches comme la psychologie, par exemple, ou la psychothérapie, où on a vraiment une approche, une porte d'entrée en tout cas, qui vient toucher plutôt le côté mental, et qui ne relie pas forcément le corps. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, tant mieux, mais c'est vrai qu'il y a encore une décennie en arrière, c'était pas encore quelque chose de très présent. Et je crois que comme beaucoup de personnes sur cette terre, je vivais la plupart du temps en dehors de mon corps. Et jusqu'au jour où il y a mon corps qui m'a lancé tout un tas de signaux d'alarme pour me demander gentiment de revenir à lui. Et c'est vrai que ce retour au corps est pas forcément évident. On nous apprend pas à le prendre en compte dans notre enfance, dans l'éducation. Il y a eu, à l'époque, il y a 10 ans encore, très peu de médecine alternative, on va dire, qui pouvait nous guider dans cet espace-là, en dehors du yoga pour le coup. Donc c'est aussi pour ça que je suis venue au yoga. Venir écouter son corps me semble être un essentiel aujourd'hui pour ne pas vivre à côté de lui continuellement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là déjà, ça donne une bonne introduction. Ça marche. Et du coup, tu expliquais vraiment très bien que toute l'approche psycho, c'est super parce que ça vient expliquer des mécanismes qui se passent plutôt au niveau du cerveau, etc. Mais du coup, il n'y a pas forcément cette connexion au corps, mais comment on sait, pour le coup, qu'on est vraiment connecté à notre corps? Comment toi, peut-être, en tout cas, ça s'est manifesté chez toi, ou comment tu pourrais expliquer ça pour les personnes qui écoutent? Est-ce que je suis connectée à mon corps ou est-ce que je suis pas connectée à mon corps? Oui, alors il y a plusieurs façons de se rendre compte de si on est connecté à notre corps ou pas. Il y a une façon très simple et très agaçante quand on n'est pas connecté à son corps, qui est de se poser là et de se mettre à l'écoute de ses sensations. Est-ce que là, tout de suite, je suis connectée à mes sensations, ou est-ce que je suis simplement connectée à mes pensées, donc l'avant, l'après ou l'organisation, le machin. C'est ce qui, encore une fois, souvent est le cas. Et quand on te demande là tout de suite de t'arrêter, tiens, est-ce que tu sens le sol sous tes pieds? Est-ce que tu sens la chaise sous ton corps? Voire
pousser un level au-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ressens. En général, on a facilement un gros blanc qui prouve que souvent la personne n'est pas connectée avec elle-même. D'accord. Et il y a du mal peut-être aussi à connecter avec l'émotion qu'elle ressent aussi, du coup. Oui, parce que l'émotion est portée par le corps, hein. Donc ça c'est pareil dans la traduction de l'émotion, il y a plusieurs levels, donc plusieurs niveaux. Déjà être en capacité d'accueillir l'émotion dans son corps physique, c'est-à-dire en termes de sensations. Par exemple, avoir l'estomac noué ou le ventre contracté, tout ça, ça peut être le début d'une émotion. Et parfois, on a du mal à nommer. Tiens, dire que l'estomac noué, par exemple, c'est de l'anxiété, ça peut être difficile à nommer. Au début, on se dit juste « Ah, j'ai mal au ventre » et puis on sait pas trop ce qui se passe en fait. Voilà, après, rentrer dans la finesse émotionnelle, c'est encore différent. À part les grosses émotions assez faciles, entre guillemets, la colère qui est facilement reconnaissable, voilà, la tristesse, pareil, la peur, les grosses peurs sont facilement reconnaissables. Après, on rentre beaucoup dans des peurs dérivatives, je vais appeler ça, de l'aspect primaire de cette émotion, qui est une émotion primaire, la peur. Mais quand on va parler de peur du rejet, par exemple, c'est pas une émotion très évidente non plus. Et pour autant, c'est quelque chose qui est très présent dans son corps. Donc, l'essentiel aussi pour moi de relier le corps, c'était de retrouver toute ma sphère émotionnelle de laquelle je m'étais grandement coupée pendant longtemps aussi. Et justement, comment tu as eu ce déclic, ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu t'es dit, aujourd'hui, il faut vraiment que je revienne vraiment dans mon corps et que je ressente et que je sois plus finalement guidée par mon mental et mes pensées. Oui, alors il y a eu plusieurs petites choses, mais comme j'ai un mental très très fort, ça m'a pris, il m'a fallu pas mal de signaux pour me dire tiens, on va peut-être faire quelque chose maintenant. Donc il y a eu de mes 20 à mes 30 ans plusieurs signaux. Alors j'en ai eu avant des signaux, mais à partir de 20 ans, je crois que j'ai commencé à en avoir conscience, donc c'est encore différent. Et à partir de mes 30 ans, enfin un peu avant, 28, je n'ai plus pu les ignorer puisque j'attendais des enfants, donc mes enfants. Et lorsqu'ils étaient dans mon ventre, ce sont des jumeaux. Là, je me suis dit, t'es plus toute seule, quoi. Donc là, c'est pas que ta santé qui est en jeu, c'est pas que ta vie qui est en jeu. Et puis j'étais déjà un petit peu au fait du côté transgénérationnel, de ce qu'on pouvait faire passer d'une génération à l'autre, et j'avais pas envie du tout de faire passer certaines choses, et du coup ça m'a mise face à la nécessité de regarder ma propre histoire, et donc mon propre corps, qu'est-ce que mon corps portait comme histoire. C'est hyper intéressant la façon dont tu racontes, de dire finalement, quand j'ai senti quelqu'un d'autre qui était avec moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, moi aussi, j'ai besoin de me sentir moi à l'intérieur de moi. Oui, ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est un peu la désertion du corps, je sais pas si ça existe ce mot. J'ai une habitude d'inventer plein de mots, hein. Faut le savoir. Il n'y a pas de souci, donc on comprend le sens. Voilà. Désertion, j'ai très bien saisi le... Donc c'est ça, la désertion du corps qui faisait que j'étais comme coupée de mon corps. Et lorsque je suis donc tombée enceinte, je ressentais à nouveau des sensations corporelles. Je ressentais à nouveau des émotions intenses, fortes. Et là, je me suis dit, mais waouh, ouais, waouh. Merci mes enfants de me remettre dans un espace que j'avais quitté depuis tellement longtemps, en fait, en conscience, hein, parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours, en fait, quand on quitte son corps, on y est pas, on y est, on n'y est pas. Mais c'est vrai que là, de porter la vie en moi, bon, et pour le coup, dans mon histoire, c'était aussi compliqué de créer la vie, donc c'est vrai que quand elle était à l'intérieur de moi et qu'elle s'est développée, j'ai attaché une très grande importance à vivre tout ça en pleine conscience. Ce qui a fait aussi que ça m'a... un peu comme du jour au lendemain, allez hop, tu reviens dans ton corps et voilà,
Bah du coup, en étant dans mon corps avec toute la gestation, c'est ouais, il y a du dossier, il va peut-être falloir faire quelque chose là-dessus, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une expérience qui est hyper puissante finalement, la grossesse. Alors après, chaque personne la vit différemment, mais lorsque c'est ouais, ça peut reconnecter comme ça, c'est vachement puissant. Et du coup, comment tu pourrais expliquer qu'on se déconnecte à un moment donné de son corps? Alors tu parlais d'épisodes, on part puis on revient quelquefois, et parfois on est peut-être complètement déconnecté. Comment tu pourrais expliquer ça? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait déclencher cette fameuse désertion du corps? Alors oui, il y a plusieurs choses qui pourraient le déclencher, mais j'ai envie de donner des petits exemples tout bêtes déjà. Par exemple, rentrer à la maison, poser ses clés par automatisme, se mettre à faire à manger par exemple, et puis d'un coup se dire ah bah zut, où elles sont mes clés, on s'en rend pas compte, mais en fait on les a posées, mais sur le moment où on les a posées, on n'était pas là. Et c'est le même concept qui se passe quand on est ou quand on n'est pas dans notre corps en fait, justement. C'est on entend beaucoup parler du pouvoir du moment présent, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire l'enracinement, l'ici et le maintenant. Mais le ici implique ici dans mon corps. Et le maintenant, voilà, c'est la temporalité. Hein. Mais on est dans un espace-temps qui est habité. Si je déserte l'espace et que je suis que dans le temps, ben c'est là que j'ai beaucoup de chances de tomber dans le mental. Donc, et le temps me fait balader entre le passé et le futur. Si je n'ai pas l'ici. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Perdre mes clés, mon téléphone, rentrer à la maison et puis me dire bah tiens, j'ai même pas capté que je roulais. Jamais, jamais là en fait. Hein. Toujours dans l'après, dans l'avant, mais jamais dans l'ici et maintenant. Et c'est vrai que ça m'a pris encore quelques années pour me rendre compte que c'était parce qu'il n'y avait pas ce côté corporel en fait. Et pourquoi il n'y avait pas ce côté corporel? Parce que je voulais fuir mes émotions. Donc les raisons qui font que les personnes sont beaucoup en dehors de leur corps, je crois que c'est un gros phénomène sociétal qui fait que depuis notre plus jeune âge, ça change aujourd'hui avec la génération d'aujourd'hui. Mais bon, toi et moi, on est encore d'une autre génération. Et dans notre génération, de nos parents, de nos grands-parents et de tout ce qu'il y a avant, et encore qu'aujourd'hui, c'est vraiment les toutes jeunes générations hein, qui sont concernées par un mouvement nouveau. Donc avant, c'était beaucoup une éducation mentale. C'est-à-dire, on nous apprend à penser, à être des êtres performants en termes de rentabilité et de pensée. On nous apprend pas à être des êtres sensitifs, à être des êtres empathiques, mais vraiment, voilà, des êtres de pensée, j'ai envie de dire. Hein. D'ailleurs, je pense donc je suis. C'est quelque chose qui est très ancré en chacun de nous. Quand on est petit, on a plein d'épisodes qui font qu'on n'a pas vraiment l'espace de vivre ses émotions. Il y a beaucoup une injonction aussi sociétale qui se développe après plus ou moins dans chaque famille, hein, mais qui emmène à quelque chose de très dur en fait dans l'éducation qu'on reçoit, c'est-à-dire déjà quand on pleure tout bébé des bébés, c'est donc déjà, ça peut sembler très bête, mais pour le coup, c'est vrai. Des bébés, des nourrissons, on entend que dès que je pleure, c'est chut. Allez, tu vas te calmer, voilà. Quand je tombe, quand je suis un jeune enfant, que je cours dans la rue, que je tombe, c'est pareil. Oh, ben pleure pas, ça va aller, ça y est, c'est fini. On ne nous autorise jamais des espaces pour vivre l'émotion qui est présente. Et le fait de pas la vivre sur le moment M, ben l'émotion, elle va s'engrammer quelque part en nous, elle va rester quelque part dans notre corps, et notre corps à terme va nous dire je suis là, tu ne m'as toujours pas vu, toujours pas entendu, toujours pas vécu. Et au plus on va accumuler, au plus le corps va être chargé et potentiellement par la suite déclencher des symptômes divers et variés. Donc ça c'est des raisons simples j'ai envie de dire mais qui sont très ancrées, j'insiste parce que vraiment à un niveau sociétal c'est très fort la façon qu'on a de ne pas vivre nos émotions. Professionnellement aussi c'est pareil, hein. On nous dit facilement tu es trop sensible, on n'a pas de place pour ça, il faut performer quoi. C'est ça qui prime.
Et après, il y a des événements effectivement qui peuvent être traumatiques et qui emmènent petit à petit la personne à se dissocier de son propre corps parce que les émotions sont trop intenses. Et donc la façon de ne pas vivre complètement ces émotions ou pas du tout, c'est de lâcher le corps en fait. Puisque je le répète, le corps est le lit des émotions. Ouais, je crois que tu soulèves quelque chose d'hyper... c'est hyper vrai, hyper important de savoir aussi, c'est que la société actuelle dans laquelle on a grandi, pour les générations, même la vingtaine, je dirais trentaine, on n'est pas autorisé en fait à ressentir. Alors c'est parce que les générations d'avant ont été aussi éduquées comme ça, comme tu l'as dit, et du coup répètent, voilà, sans connaissance, voilà, de ce qui peut se faire ou non. Donc ça, effectivement, c'est hyper important de vraiment s'autoriser à être soi en fait, parce que les émotions font partie de soi. Donc Oui, complètement. Mais j'ai même envie d'aller plus loin. Hein. C'est quelque chose d'ancré à un niveau millénaire en fait, hein, qui rejoint le concept même de la religion, enfin des religions. C'est-à-dire les émotions sont un peu comme le démon. Hein. Voilà, c'est un peu le truc à bannir. Parce que dans les émotions aussi, il y a toute une part de réceptivité qui à la base est plutôt portée par l'énergie féminine. C'est plutôt la femme qui, dans le couple, c'est vrai que la personne qui va consoler l'enfant, c'est plutôt la femme en général qui portait ce rôle-là, en tout cas jusqu'à il y a pas longtemps. Donc tout ce côté très réceptivité, voilà, c'est plutôt porté par la femme et on vit quand même dans une société très patriarcale depuis des millénaires, qui fait que ça aussi, ça a participé à l'injonction qui fait que les émotions, voilà quoi. oui, c'est un petit peu encombrant en fait, et on se dit qu'on n'a pas besoin de ça, mais en fait on peut pas y échapper parce que ça fait partie de la nature humaine, et même voilà, les animaux aussi ressentent des émotions, donc en fait on peut même pas aller contre ça, on n'est pas des robots, donc du coup Tout à fait. c'est vraiment important de laisser cette place-là. Donc c'était un premier point qui était hyper important à redire si jamais c'était quelque chose dont vous aviez déjà connaissance. Et après tu parles aussi de trauma, d'événements traumatiques. Alors je sais que lorsque moi j'utilise ce mot-là, et les personnes ne s'identifient pas forcément parce qu'elles voient des choses qui sont arrivées dans la vie d'un enfant par exemple qui est vraiment horrible, mais en fait le trauma ça peut relever aussi de choses beaucoup plus banales, mais qu'en fait va venir s'inscrire comme quelque chose de traumatisant dans le corps. Quelle serait toi ta définition du trauma pour le coup ? Alors je te rejoins tout à fait, il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à s'identifier avec ce mot, traumatisme, et il y a même des personnes qui ont peur de ce mot inconsciemment. Parce qu'elles pensent qu'un traumatisme est lié à un événement. Or, ce n'est pas du tout le cas. Un traumatisme n'est pas lié à un événement, mais à la façon que l'on a de vivre l'événement. Et il y a des événements qui ont un potentiel traumatique plus fort que d'autres. Et il y a des personnes qui vont avoir une résilience moins élevée que d'autres. Non pas parce qu'elles sont moins, mais simplement parce qu'elles ont une histoire qui les a conduites à avoir une capacité de résilience qui est effectivement moins développée que son voisin ou sa voisine. Mais c'est pas parce qu'encore une fois cette personne est moins compétente, c'est juste qu'elle porte un sac à dos qui est plus lourd, j'ai envie de dire. Donc ma définition du trauma serait celle-là, effectivement, c'est lié à la façon que l'on a de vivre un événement ou des événements répétés. Et là aussi, c'est très important cette notion-là, parce que souvent les personnes pensent à un seul événement unique, par exemple une catastrophe, un tsunami. Effectivement, ça va engendrer pas mal de traumatisme chez les gens qui ont vécu le tsunami. Mais on pense pas nécessairement aux multiples scènes de violence dont on peut être témoin ou sujet, acteur, actrice lorsqu'on est enfant. Alors c'est pareil, quand on pose le mot violence, les personnes se disent tout de suite ah ben non, tout de suite c'est la ceinture, le martinet, mais non, on ne parle pas que de ça en fait. La violence, c'est aussi la violence des mots, c'est la violence des regards, la violence du silence, la violence de la négligence,
et des réactions, c'est-à-dire du fait de faire culpabiliser son enfant, de vouloir... c'est parfois inconscient, souvent inconscient, hein, parfois l'humilier, parfois le rabaisser. Voilà, donc tout ça c'est violent et en fait c'est pas des choses qui en général se produisent qu'une seule fois. Et là pour le coup l'enfant pourrait avoir la capacité de résilience suffisante pour dire bon bah c'est un événement isolé et à côté de ça bah, je vois que j'ai une famille soutenante et aimante et qui m'aide à me développer et à grandir donc c'est ok, je sais gérer ce qui s'est passé là. En revanche si c'est quelque chose qui se produit tous les jours sur des années répétées et qu'en plus l'enfant n'arrive pas à trouver d'adultes référents auprès de qui se sentir réellement en sécurité, c'est-à-dire sans être soumis à des scènes de violence. Et là aussi c'est intéressant le concept de douche froide, douche chaude que peuvent avoir le rôle de parents. C'est-à-dire qu'un parent aujourd'hui encore hein, est en capacité du je t'aime moi non plus. C'est un jour je t'aime mon enfant et je vais te donner le meilleur, te prendre dans les bras parce que c'est vrai, le parent aime son enfant et à la fois être capable du pire, c'est-à-dire ce que t'as fait c'est mal, enfin tu es une personne mauvaise, regarde à cause de toi la réaction que j'ai eue, et à cause de toi ta sœur elle pleure, voilà ce genre de choses qui sont très culpabilisantes et l'enfant bah du coup il est complètement dévasté intérieurement mais voilà s'il a pas d'adulte auprès de qui aller comprendre cette situation sans référer, ça peut créer des multiples traumatismes qui finissent par devenir des traumas, ce qu'on appelle des traumas complexes, et donc générer des énormes capacités de quitter son corps. On va rentrer dans ce qu'on appelle la dissociation. D'accord. Et du coup, tu disais qu'une personne qui avait un gros bagage avait une capacité de résilience qui était en tout cas peut-être plus difficile à atteindre. On va pas dire pas moindre, mais plus difficile à atteindre. Mais quelles ressources cette personne pourrait trouver pour arriver à se libérer de ces traumas-là, à se reconnecter à son corps pour faire sortir justement toutes ces émotions en fait qui ont été gardées et qui n'ont pas été libérées quoi. Je crois, en tout cas à titre personnel, moi ce qui m'a aidé c'est, comme je l'ai dit au début, pas tant les thérapies que j'ai pu faire à un niveau psychique, mais les thérapies qui ont commencé à aborder à la fois le corps et le mental. Parce que là j'ai vraiment pris... le corps du coup rejoint l'ici, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et là j'ai vraiment commencé à prendre conscience que oui, le corps est porteur d'informations et souvent on croit mentalement avoir traité son traumatisme ou ses traumatismes. On se dit c'est bon, j'ai fait de la thérapie, j'en ai parlé, c'est bon, c'est fait quoi, c'est derrière moi. Mais pas du tout, ça se passe mais pas du tout comme ça. Et alors c'est pareil, cette semaine j'ai reçu une personne aussi qui m'a dit exactement la même chose, c'est-à-dire c'est bon, j'ai traité l'information, c'est pardonné, je suis allée voir les 3 personnes en cause dans mes traumas, je leur ai toutes pardonné, c'est quelque chose qui est derrière moi, mais non, en fait. Et pour preuve, c'est que la personne elle est encore aujourd'hui dans mon cabinet, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a parlé de la chose, qu'on l'a comprise avec notre tête, que notre corps, lui, il a compris, et que nous, on a vécu la charge émotionnelle qui était associée à ça, et ça, c'est très différent. Et je mets aussi un petit bémol sur la notion de pardon. Notre société nous injoncte vachement à pardonner, c'est-à-dire tu transcendes à partir du moment où tu pardonnes, mais c'est pas nécessairement vrai en fait. Et d'abord, on va parler du pardon à son propre corps justement qu'on a délaissé pendant des années suite à ce traumatisme. Et ça, c'est le vrai pardon et le premier pardon qui doit se faire. Et après, si tu pardonnes à l'autre, tant mieux. Mais c'est encore pas nécessaire, j'ai envie de dire. Le pardon véritable qui doit être fait, c'est le pardon à soi. Donc, le fait d'aller... Je crois que l'essentiel, il serait là, c'est-à-dire s'autoriser, et ça aussi, c'est encore quelque chose d'important, ça rejoint ce qu'on disait au début de l'enregistrement, s'autoriser à prendre la mesure de sa propre souffrance. Et là, ça va être compliqué parce que lorsqu'on vit un trauma, on a une part ou des parts de nous qu'on appelle des parts protectrices qui vont s'enclencher
et qui vont avoir tendance à minimiser. Bah, ce qui t'est arrivé, c'est pas si grave. Franchement, regarde, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui sont battus, il y en a qui vivent la guerre. Donc toi, ça va, tout va bien. Oui, alors ce sont des parts qui s'activent pour nous protéger et nous permettre de continuer à fonctionner. Donc ce sont des parts qui vont assurer notre survie. Elles sont très utiles effectivement au moment du trauma, encore plus quand on est enfant, parce qu'on est encore plus démunis. A posteriori, ce sont des parts qui peuvent aussi nous maintenir dans une forme de déni. Et ça, c'est ce qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire que les personnes se disent effectivement, souvent à tort, hein, c'est bon, j'en ai parlé, c'est réglé. Mais non, en fait, puisque le corps continue à somatiser. Donc c'est encore des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui ont des addictions, qui ont des insomnies, qui ont de l'hypervigilance, qui ont des troubles du sommeil divers et variés, des troubles digestifs, etc. Donc le corps est encore en train de dire "Eh oh, il y a quelque chose qui est encore pas réglé." Donc c'est essayer d'ouvrir déjà une porte en se disant est-ce que je ne me cache pas à moi-même la nécessité d'aller regarder quelque chose? Première étape, je crois. Ensuite, deuxième étape, à mon sens, c'est ok, j'ouvre une porte là, est-ce que je peux laisser tout l'espace libre pour accueillir ce qui est là, sans me juger? Et ça, c'est un processus, ça. Donc ça va être compliqué, ça va demander de sortir des préjugés sociétaux, familiaux, donc toute la loyauté en fait, familiale, inconsciente qui s'inscrit, toutes les croyances héritées, les croyances qu'on a construites, qu'on a dû acquérir au cours de notre vie parce qu'il a fallu se protéger. Laisser les émotions émerger au moment M avec la souffrance qui l'accompagne et ne pas s'auto-juger en se disant ah ben t'en fais des tonnes, encore une fois, regarde par rapport à lui ou à elle, ça va. Mais non, en fait, c'est arrêter de se comparer aux autres, ça c'est super toxique. Et puis il y a ça aussi, il y a parfois, pour les traumas en l'occurrence qui sont causés dans les situations intrafamiliales avec maman et papa, souvent on s'autorise pas à vivre sa souffrance parce qu'on se dit que si on reconnaît sa propre souffrance, c'est reconnaître en même temps que papa et maman est une mauvaise papa ou un mauvais papa, une mauvaise maman. J'ai envie de dire que là c'est bien de séparer. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais reconnaître ma souffrance que ça va faire de mon père un mauvais papa ou de ma mère une mauvaise maman. Ça, c'est encore différent. Et c'est quelque chose qu'on peut traiter dans un second temps. Dans un premier temps, c'est je me replace au centre de mon processus thérapeutique. Et dans mon processus thérapeutique, c'est intéressant que je reconnaisse cette souffrance-là. Déjà. Et au plus je vais lui laisser de l'espace, au plus mon corps va me dire. Et souvent, on va recommencer à faire du lien. Enfin, on va faire du lien dans ce processus thérapeutique-là entre la souffrance émotionnelle, les comportements qui vont être liés à cette souffrance, les conséquences relationnelles, les conséquences somatiques, c'est-à-dire sur le corps, les conséquences mentales, et ensuite toutes les réactions automatiques de survie, j'ai envie de dire, qui vont potentiellement prendre le lead dans certaines situations. Donc on va commencer à construire une espèce d'étoile qui prend en compte donc à la fois le côté corporel et à la fois le côté mental, avec bien sûr les émotions qui sont toujours au cœur du processus, puisque ce processus-là va participer à petit à petit décharger la charge émotionnelle qui est restée accumulée. Et là, c'est intéressant aussi de ne pas le faire de 0 à 100. C'est-à-dire que ce que j'ai accumulé, si dans mon sac à dos j'ai 100% de charge, parce que j'ai pas réussi à vivre un seul pourcentage de charge émotionnelle lorsque j'étais enfant, par exemple, ou si j'ai 99%, disons, je peux pas prendre mes 99% et les vider par terre. Va falloir y aller tranquillement, parce que si je fais ça, en fait, mon système il va saturer, ça va être le craquage assuré. Donc il faut y aller vraiment étape par étape, je vide 1%, hop, tiens, aujourd'hui je peux en vider 5, hop, ah ben là je peux en vider que 0,5, etc., etc. Ce qui fait qu'effectivement ce sont des processus en général assez longs mais nécessaires. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, ça me soulève quand même une question par rapport à des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes
qui ne sont pas forcément dans ce ici et maintenant et pleinement incarnés dans leur corps. C'est des personnes qui pourraient avoir peur en fait de ce qu'elles pourraient découvrir. Et du coup, je me dis, est-ce que toute personne est à la capacité un jour de pouvoir faire ça, ou est-ce que c'est trop dur pour ces personnes d'être vraiment dans leur corps finalement? J'entends tout à fait ce que tu dis. Je crois que toute personne a la capacité de le faire à partir du moment où elle trouve un accompagnement approprié pour elle, qui va respecter son rythme. Et là, c'est super important de rentrer dans un processus thérapeutique qui respecte le rythme de la personne. Il y a des personnes qui vont pouvoir aller très vite parce que peut-être qu'elles ont déjà plus avancé dans le dossier. Il y a des personnes qui sont au début, lorsqu'elles rentrent dans le processus, et elles ont besoin d'aller doucement. Et là, c'est pareil, on va rejoindre la capacité de résilience, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, on n'a pas toutes et tous le même rythme, et c'est complètement ok. Et dans ce processus thérapeutique, il y a une autre chose qui est importante, c'est la part de ce qu'on va appeler la stabilisation, c'est-à-dire l'importance qu'on va donner à recréer un espace sécure pour la personne, puisque c'est un espace qu'elle ne connaît plus ou pas, parfois. Donc c'est, entre parenthèses, recréer cet espace de sécurité déjà, et ensuite, je peux plonger dans le trauma. Et lorsque je parle de plonger dans le trauma, on va pas forcément aller revivre les scènes traumatiques, hein. C'est simplement un espace où le corps va se sentir assez en sécurité pour dire bah ok, là je veux bien qu'on traite une couche traumatique. Parfois il va y avoir des souvenirs, parfois pas, mais voilà, en tout cas c'est... Et donc ça c'est par petite dose en général, donc c'est beaucoup de stabilisation, donc de mise en sécurité, un peu de couche traumatique, et puis stabilisation, et puis voilà. Et donc dans cette configuration-là, oui, j'ai envie de dire que chaque personne peut petit à petit renouer avec son corps à son rythme. D'accord. Et du coup, ça me soulève encore une autre question. Ça tombe bien, on est là pour ça. Est-ce que sans partir dans directement une thérapie, parce que ça aussi c'est un mot qui fait vachement peur, est-ce qu'on peut soit se poser un jour chez soi et se dire ok, je vais essayer pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, me poser et essayer de ressentir, ou c'est pas forcément quelque chose que toi tu conseillerais de faire parce que il peut sortir des choses, ou est-ce que ça sort que quand c'est vraiment sécurisé que ça doit sortir? Alors c'est quelque chose que les personnes peuvent faire, oui. Et puis si ça sort quand elles sont seules, c'est que effectivement ça peut sortir à ce moment-là. Je vois un petit bémol là-dedans, hein, mais ça n'empêche pas de le faire de toutes les façons, que les personnes soient ou pas dans un processus thérapeutique, parce que c'est toujours bien, ça participe à l'autonomie de soi. Donc je trouve ça toujours très intéressant à faire. Ce que je vois comme bémol là-dedans, c'est que on a souvent une très grande capacité à s'auto-cacher des choses, hein. C'est bien pour ça que le concept du déni existe. Et que voilà, on se dit souvent non, ça va, mais alors que non, en fait, si tout roulait comme sur des roulettes, on serait des bouddhas, voilà, on serait même plus sur cette planète, je crois, en toute honnêteté. Donc et en fait, soi-même, c'est difficile de voir parfois ce qui va pas, ou quand c'est trop douloureux, en fait, on cherche, on lourvoie pour pas y aller, quoi. Donc c'est bien de le faire pour commencer à développer, voilà, la conscience du souffle, la conscience du corps, déjà, sans forcément aller chercher les émotions, mais déjà le souffle et le corps, c'est un très grand pas. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire tous les jours, régulièrement, quand on peut. Après, pour revenir sur la question du mot thérapie, c'est vrai que c'est un mot qui fait peur, malheureusement. Alors thérapie, ça veut pas dire folie déjà, c'est pas synonyme de folie.
Avant, c'est vrai que quand on disait je vais voir mon psy, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, voilà, c'était toujours quelque chose de très... Voilà, il y a quand même des stéréotypes très ancrés là-dessus aussi. Donc faire une thérapie, ça veut pas dire que vous allez pas, parce que j'ai envie de dire que 99,999999% vont pas, entre guillemets, hein, on a tous besoin d'une thérapie. Donc faire une thérapie, c'est au contraire un signe de force, c'est-à-dire que je déploie la force de prendre soin de moi. J'attends pas que la société règle mes problèmes. Et je ne suis pas en déni sur mes problèmes non plus. Donc c'est une grande force de conscience et une grande puissance de soi-même en fait. Là où souvent c'est pareil, c'est t'as des émotions, t'es faible, tu vas voir un psy, t'es traqué. Enfin, je fais des raccourcis très raccourcis, mais c'est vraiment comme ça quand même. Alors que non, au contraire. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'énergie pour aller regarder ses souffrances et pour aller vivre ses souffrances. Et il n'y a pas effectivement tout le monde qui est en capacité de le faire. La preuve, sinon on serait déjà tous en thérapie. Et c'est intéressant de se faire aider pour le faire parce que soi-même, sinon on va se limiter à ses propres injonctions, à ses propres croyances. Moi, pendant des années, je suis pas retournée dans mon corps aussi parce que je suivais mes propres injonctions. Je tournais en rond en fait, à me dire, voilà, t'as traité le problème, mais tu l'as traité là-haut. Et jusqu'au jour où quand même il y a un petit truc qui m'a appelé. Et puis j'ai suivi cette petite voix qui m'a dit tu devrais aller chercher du côté du corps. Ah ok, tiens, je vais y aller. Et puis là, je me suis dit ah oui, il y a vraiment un monde en fait. Et donc c'est vrai que seul voilà, on est souvent confronté à ses propres limites. Hein. Donc c'est bien quand même à un moment donné de se faire accompagner. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi j'emploie très souvent cette métaphore du miroir. Parce que moi-même je consulte aussi et on a beau penser des choses, mais lorsque c'est une autre personne en fait qui simplement nous répète ce qu'on vient de dire, en fait on va capter des choses on se dit ah oui en fait c'était ça. Donc déjà ça c'est hyper intéressant d'aller consulter quelqu'un rien que pour avoir cet effet miroir là et puis après pour avoir aussi des explications sur le pourquoi du comment. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais comme type de thérapie pour peut-être à la fois avoir le côté intellectualisation du process, mais aussi tout le côté vraiment corporel Ouais, c'est là j'ai envie de dire que le bas blesse un peu quand même. Donc comme je le disais, il y a psychologie, psychothérapie qui est plus axée sur le côté mental et qui permet de comprendre beaucoup de choses sur le plan mental, de ce qui se passe, du mécanisme psychologique peut-être qui est à l'œuvre. Et il y a des psychothérapeutes ou psychologues qui sont plus ou moins orientés vers le corps. Et donc là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à aller chercher. Il y en a quand même beaucoup qui restent sur le plan mental. Après, il y a des thérapies manuelles qui, pour le coup, sont sur le corps. Par exemple, ostéopathie, qui sont pas vouées à être des thérapies pour faire du lien, pour relier. Tout ce qui est de l'ordre des massages, qui vont prendre en compte le corps, mais pas forcément aller plus loin. Après, on a toutes les thérapies énergétiques qui peuvent être intéressantes aussi. Mais là, lorsqu'on est décorporé, j'ai envie de dire, c'est très compliqué d'aller vers des soins énergétiques parce que c'est pas vraiment palpable. Donc parfois c'est compliqué. Voilà, y a des gens qui arrivent à se connecter sur ce plan-là sans être connectés corporellement, et du coup, ça peut passer bien. Parfois, ça peut être comme pas compris ce qui s'est passé, quoi. Et c'est donc pour ça que j'ai, en l'occurrence, moi, créé cette forme d'accompagnement qui s'appelle la somatothérapie. Donc la somatothérapie, c'est pas quelque chose que j'ai créé, c'est quelque chose qui existe en soi, hein, le nom en tout cas, somatothérapie. Soma, ça vient du corps vivant, puis voilà, thérapie. Moi, ce que j'ai créé, c'est le contenu de cette approche qui est particulière à moi. En tout cas, je pratique pas la somato comme tout le monde la pratique.
Mais je crois que de manière générale, c'est une approche qui reste très intéressante puisqu'on rentre dans la thérapie psychocorporelle. Après, il y a beaucoup de somatothérapeutes qui sont effectivement très orientés aussi corps, sans forcément relier. Moi, j'ai vu en tout cas deux somatothérapeutes et une somatopathe, voilà, qui commençaient à faire du lien. Donc je sentais que là, il y avait quelque chose d'intéressant à faire, mais ça allait pas assez loin à mon sens encore, puisque comme je l'ai déjà dit, je suis très mentale. Donc même si je déploie tous les trésors du monde pour relier mon corps là, j'ai quand même beaucoup besoin de comprendre les choses, de savoir ce que je fais, pourquoi je les fais. Et donc c'est pour ça que moi je le travaille d'une façon aujourd'hui qui va vraiment relier la lecture du corps, donc où est-ce que ton corps il en est là aujourd'hui, tissulairement parlant, cellulairement parlant, dans chacun de ces systèmes. Quels sont les messages que ton corps a à t'apporter aujourd'hui par rapport à là où il en est? Quelles sont les voies de recherche que tu peux mettre en place? Donc on va creuser ensemble potentiellement les sujets qui sortent par rapport à ça. Et du coup ça peut nous emmener à retracer l'histoire, à mieux comprendre l'histoire. Je peux expliquer des mécanismes à la personne sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, sur ses doutes, sur sa confusion. Avec donc tout un pan de soutien psychologique, j'ai envie de dire. Et refaire du lien avec donc toute la neurologie et la façon dont le système nerveux va traiter ou pas ces informations, qui est très importante à mon sens, puisque là je vais rejoindre la théorie polyvagale dont on entend beaucoup parler en ce moment aussi, mais qui est tellement intéressante au niveau des traumas en tout cas, qui va nous permettre de mieux comprendre où est-ce qu'on en est par rapport à son trauma et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment opérer une guérison et pas opérer une guérison juste dans sa tête en mettant un gros déni sur le corps. Donc là, c'est commencer à prendre son corps dans ses réactions quotidiennes, à écouter ce qui se passe là, à refaire du lien avec ses émotions, à comprendre avec sa tête, ah ben oui. Et du coup, c'est vraiment une union de tous les étages qui va se faire. D'accord. Ouais, oui, la théorie polyvagale, effectivement, on en parle beaucoup. Mais c'est hyper intéressant en fait, et je te rejoins aussi sur le côté pensée magique, ça n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu aussi en formation naturo. Il faut vraiment que ça passe par le corps, ressentir en fait, et pour vraiment libérer la chose. Juste penser le mécanisme dans sa tête, ça ne suffit pas malheureusement. Non. Ça serait tellement bien et génial, enfin, tout le monde serait libéré, je pense. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui font des thérapies se disent ça sert à rien de toute façon, c'est tous des charlatans, parce que effectivement, si on reste que mental, ça marche pas. Ouais. Donc oui, il y a des trucs qu'on comprend, on est content au début, puis après on se dit ben ouais, ça fait 2 ans et puis il n'y a rien qui change. Oui, et après il se passe quoi en fait, c'est ça. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Et du coup, pour les personnes que tu accompagnes, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire quand elles se retrouvent seules du coup, et qu'il va se passer quelque chose ou pas forcément, que quelque chose peut-être va remonter lorsqu'elles ne sont pas avec toi? Peut-être comment accueillir un message finalement que ton corps t'envoie, ou une émotion Alors, effectivement, c'est une très bonne question. C'est déjà, dans n'importe quelle circonstance, faire de la place à ce qui est là, dans la mesure où je suis capable de l'accueillir. Et ça aussi, c'est intéressant de ne pas se forcer à aller là où on ne peut pas aller. Donc, s'il y a une très grosse émotion qui remonte, eh bien, si je suis en capacité, effectivement, je vais me poser avec cette émotion ou aller marcher avec cette émotion, peu importe, mais en tout cas, lui faire de la place, c'est-à-dire ne pas être en relation avec autrui à ce moment-là et rester tournée vers moi-même pour vivre cette émotion, que je sois assise, en train de marcher ou peu importe, mais commencer à déployer la fameuse pleine conscience, donc en même temps la conscience de tous mes sens, et j'ai envie de dire particulièrement du sens du toucher interne. C'est-à-dire, tiens, où est-ce que c'est ça dans mon corps? Comment ça se présente? Est-ce que ça tend? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça fourmille? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Respirer avec ça.
Donc ne surtout pas bloquer sa respiration, donc respirer avec ça. Alors, parfois ça peut emmener vers des crises d'angoisse parce que quand on commence à accueillir une émotion, on commence à réaliser la charge en fait qui va arriver. Et ça peut commencer à hyperventiler dans la respiration et dans la tête à faire peur en fait. Ça vient de ça un peu d'une crise d'angoisse, c'est qu'on va d'un coup se dire que voilà, on va pas y arriver, on va être submergé et puis ça commence à faire peur. Donc c'est pareil, ça, si ça commence à arriver, essayez de le noter. Notez, tiens là j'ai peur d'être submergé par cette émotion. Et continuez à respirer normalement et surtout, au plus vous allez vous sentir submergé par une émotion, au plus il va falloir revenir au corps et au sens. C'est-à-dire, tiens, mes mains là, elles sont sur un bureau, mes pieds sont dans le sol, mon bassin est déposé sur ma chaise, mon dos est contre mon dossier, je sens l'air dans mes narines qui passe. Voilà, je vais pas vous faire tout le détail, mais c'est vraiment revenir aux 5 sens. C'est très important. Qu'est-ce que j'entends Voilà. Et accueillir ça. Et quand je sens que c'est trop, voilà, que je vais pas réussir à accueillir plus d'émotions, bah c'est ok, je lâche. Et dans ces cas-là, soit je me tourne vers quelqu'un pour demander du soutien, de l'aide si j'en ai l'opportunité, soit j'essaye de faire quelque chose pour me changer un peu les idées du coup. Donc là, on va partir dans le processus où on va un peu se dissocier de ce qui est en train de se passer, mais c'est ok. En fait, au début, on est dans cette mécanique-là. Comme j'ai dit, c'est la même chose qu'avec le sac à dos. C'est-à-dire qu'au début, on peut pas faire du 0-100%. Donc si au début, je suis capable d'accueillir que 1 minute de mon émotion, c'est déjà ça. Ça marche. Je réfléchis. Il y a quelque chose qui m'est venu en fait quand t'as parlé. C'était peut-être pas forcément en rapport avec ce que t'as dit, mais depuis tout à l'heure, j'ai ce mot qui me revient en tête. Et en fait, je trouve que lorsqu'on a des traumas qu'on ne qualifie pas de traumas, ou quelle que soit la chose qu'on a vécue, peu importe, on a toujours, je crois, ce besoin d'être validé en fait. Parce que soi-même, on n'arrive pas à se valider, comme tu dis, on va minimiser ça, et du coup, on a vraiment besoin que quelqu'un valide en fait ce qu'on a vécu. Donc je crois que quand ça, le process de thérapie est inévitable pour le coup, parce que si on reste que soi avec soi, ça va être compliqué de se valider, et après les personnes qui nous entourent, si elles ne sont pas thérapeutes, elles ne pourront pas forcément mettre de mots sur ça, mais voilà, j'ai ce mot qui m'est venu, besoin d'être validé en fait dans la souffrance ou dans les émotions ou dans ce qu'on ressent, enfin voilà. Exactement, mais c'est très important ce que tu dis, on touche du doigt le concept de reconnaître sa souffrance, donc c'est ça. Mais pour la reconnaître, il faut s'autoriser. Et pour s'autoriser, souvent, on a besoin de la validation. Donc c'est très important ce que tu dis, oui. Puisqu'on n'est, encore une fois, pas éduqué à être des êtres autonomes, en fait, on passe beaucoup par l'extérieur pour fonctionner. Donc effectivement, en ce sens-là, le processus thérapeutique, à un moment donné, semble inévitable, oui. Et ce qui n'empêche pas, quand je dis validation, donc ça vient de l'extérieur, mais il faut pas penser que le travail va se faire à partir de l'extérieur, le travail se fait à l'intérieur. Oui, le but étant de rejoindre sa propre validation, enfin de s'autoriser, rejoindre ça, c'est-à-dire si je m'autorise à accueillir cette souffrance-là, je vais forcément la reconnaître puisqu'elle est là, et donc commencer à valider que oui, j'ai été traumatisée. Oui, ça a eu telle et telle conséquence. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je suis encore là. Voilà. Donc il y a quelque chose du coup qui se remet en mouvement, et là effectivement le corps, j'ai envie de dire, mais avec un grand C, est content. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est refait du lien entre le mental, l'énergétique, l'émotionnel et le physique. Là, on relance la machine, en fait. Il y a quelque chose de, voilà. C'est ok. Et justement, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on a libéré tout un tas, soit des émotions, soit d'autres choses beaucoup plus lourdes? Toi, comment ça s'est manifesté quand la première fois t'as senti que t'as libéré un truc? Enfin, comment ça s'est manifesté dans ton corps? Est-ce que t'as senti quelque chose de particulier ou... Oh oui. Plein de fois et plein de choses différentes.
Plein de choses différentes. Alors chaque personne va le vivre différemment en fonction de son histoire et en fonction de là où son corps va imprimer l'histoire et les mots MAUX. Moi j'ai beaucoup chargé au niveau du cou, de la mâchoire et du périnée. Et donc à chaque fois que je vais libérer une couche traumatique, hein, j'appelle ça comme ça, je sens que ça travaille dans mon cou. D'ailleurs, des fois, j'ai eu des torticolis de ce qu'on appelle des crises de guérison. Mais voilà, c'est pas des torticolis qui bloquent. Je savais bien que c'était des torticolis qui libèrent, au contraire. Donc voilà, moi c'est beaucoup au niveau du cou. Parfois, je sors de mes séances de thérapie, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Ou j'ai l'impression d'avoir fait une séance d'ostéo spéciale sur les mâchoires. Voilà, donc c'est très varié selon les personnes, mais en tout cas, on sent corporellement qu'il y a des choses qui sont en mouvement, qu'il y a de la réorganisation somatique, que ça bouge, quoi. Donc on sent vraiment la différence. Tu parles de... Enfin, tu dis, j'ai senti que ça me faisait mal en gros, mais que c'était un mal pour un bien, si je peux utiliser cette expression-là. Parce que tu sentais que justement quelque chose s'était libéré. Oui, ça travaille. Alors c'est vrai que ça passe souvent par le mal, entre guillemets. Pourquoi? Parce que on appelle ça... Peut-être que tu as vu ça en nature, on appelle ça les lois de Hering. C'est le processus de guérison qui retrace la hiérarchie de la façon dont les mots se sont imprimés. Donc quand on libère, en fait on va repartir des mots les plus profonds jusqu'aux mots les plus superficiels. Et souvent on va retraverser ces mots-là. Et c'est là qu'on appelle ça des crises de guérison. On les retraverse effectivement dans la polarité positive, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, comme une voie de sortie, mais parce qu'on est en train de les sortir et non pas cette fois-ci dans une voie d'entrée vers l'intérieur, mais plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est vrai que le corps fonctionne beaucoup comme ça en fait. Pour exprimer, hein, et d'ailleurs je trouve ça très intéressant, les pratiques d'expression corporelle. J'ai envie de scinder ça en expression. Donc une pression qui sort et qui n'est plus là. Voilà, qui se transforme. Et le corps a besoin de ça. Il a besoin d'exprimer. Donc voilà, de faire sortir. Et souvent, ça passe par bobo. Et comment tu pourrais différencier pour une personne alors qui suit ou pas une thérapie, enfin je sais pas vraiment en fait, est-ce que la personne sait que ce mal-là c'est plutôt quelque chose qui va se bloquer ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui se libère? Enfin, est-ce qu'on arrive nous-mêmes à savoir et à se dire ouh là en fait là non là je m'enfonce ou au contraire finalement la thérapie que je suis ça me fait mal mais en fait je sens que ça... Alors j'ai envie de dire qu'en général si la personne elle est en thérapie il y a plus de chances que ça aille dans le sens de l'expression que de l'impression. Une personne qui ne suit pas de thérapie ou qui n'en a jamais faite, là c'est compliqué et j'ai envie de dire que c'est intéressant de se connaître soi aussi pour ça, pour savoir où est-ce qu'on en est là, est-ce que je vais dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Et tant qu'on n'a pas fait de... Je pose ce mot thérapie, hein, mais on peut le remplacer par accompagnement qui va tout aussi bien et qui en plus redonne le pouvoir à la personne. Hein. Cet effet d'être accompagné dans la connaissance de soi à un moment donné me donne la capacité de savoir où j'en suis. Et est-ce que là, le torticolis que j'ai, il est plutôt pour me dire que, aïe, je suis en train de me coincer ou de me décoincer? Et ça, c'est vrai que, moi, personnellement, en tout cas, avant d'entreprendre mes accompagnements, j'étais un peu perdue avec tout ça, ouais. Donc la connaissance de soi, finalement, elle passe par... elle a besoin de passer par l'extérieur quand on n'a pas appris à se connaître. Faut forcément qu'il y ait... Les deux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc comme je le disais, yoga,
le yoga est une fabuleuse façon de commencer à se connaître soi. Et le yoga, c'est quelque chose qu'on peut cultiver en autonomie aussi. Donc voilà, ces petites pauses méditatives, ces petites pauses de yoga postural, ces petites pauses de pranayama, de respiration, tout ça, ça participe petit à petit à se connaître de mieux en mieux. Et c'est aussi toute la pleine conscience qu'on va développer dans la pratique sur le tapis, puis qu'on va exporter en dehors du tapis au quotidien, font que je vais me connaître de mieux en mieux. Avec toujours mes propres limites de mon autosphère, j'ai envie de dire. Et là, c'est vrai que c'est intéressant de passer par l'extérieur. Après, sans aller forcément chercher un accompagnement thérapeutique, ne serait-ce que de vraiment recevoir l'extérieur, c'est-à-dire mes amis, mes parents, mes pairs au travail, etc. Comment est-ce que vous me voyez? Comment est-ce que j'apparais pour vous? Et vraiment écouter leur retour dans un sens constructif et pas en se sentant attaqué avec ça. Ça déjà, ça donne une super idée de qui je suis finalement. Parce que en interrogeant Pierre, Paul, Jacques, etc., ça va me commencer à me construire une sphère identitaire. Et après, c'est vrai que l'accompagnement thérapeutique, il aide à valider cette sphère identitaire et surtout à la remplir de soi et non pas des autres. Merci Océane. Est-ce que tu voudrais rajouter peut-être un dernier mot, des conseils? Enfin, on a donné quand même pas mal de conseils, mais peut-être autre chose qui t'inspire là sur le moment? Non, j'ai rien de particulier à rajouter si ce n'est d'être curieux de soi. Effectivement, je crois que la vie, si elle a un but ultime, c'est de nous permettre de nous connaître et de voyager à l'intérieur de soi. Ouais, je crois que le sens profond de la vie, il est là, et au plus on va se connaître soi, au plus on va pouvoir accepter l'autre aussi. Donc si on veut grandir en tolérance, en empathie, en compassion, faites le chemin vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Merci beaucoup. Je vais conclure du coup cet épisode en espérant qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas, n'hésitez jamais à expérimenter dans votre vie parce que, comme l'a si bien dit Océane, c'est un petit peu le but de notre incarnation. Merci Océane, à bientôt. Merci Marion, au revoir tout le monde.